Merci aux nouveaux abonnés, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça aidera ma chaîne à démarrer. Car comme vous le savez, avec ces algorithmes qui travaillent de manière incessante pour faire monter les uns et descendre les autres, il peut être utile de faire ce petit geste de la main. Je passe au mot proposé cette semaine, qui l'a été par une amie, qui m'avait donné le choix entre deux mots. Entre le mot loyal et le mot imposteur. J'ai choisi le mot imposteur en sachant que je reviendrai sans doute sur le mot loyal un peu plus tard. Je rappelle brièvement, en guise d'introduction à ce qui va suivre, que le mot imposteur nous vient d'un élément latin posit, qui est passé rapidement à la prononciation post, plutôt même écrit impostor et impostura, d'où imposteur et imposture, dérivé de imponere, imposer ou en imposer. L'imposteur est donc celui qui en impose, qui trompe en neutralisant l'esprit critique. L'imposteur serait donc une personne qui abuse de la confiance d'autrui par des mensonges, en usurpant une qualité. L'usurpateur est en effet un synonyme, le seul, du mot imposteur, bien qu'il n'ait, selon moi, pas tout à fait le même sens. En résumé, l'usurpateur va voler quelque chose, souvent un titre, un pouvoir, qu'il n'a jamais possédé. Au contraire, l'imposteur veut, en s'imposant, en imposant ses idées, sa force de conviction, s'assurer de la reconnaissance, du respect, de la confiance, de l'amour d'une personne. Ceci pour servir ses intérêts, disposer d'un bien, d'un avantage, auquel il n'aurait pas accédé en d'autres cas. Ces éclaircissements produits, je vous laisse découvrir ma mise en situation. Elle n'aura pas, je le rappelle, valeur d'exemple. Je ne suis là que pour éclairer un mot, essayer de lui donner vie, avec ma propre lumière, si je puis dire. C'est en rebroussant chemin jusqu'à son domicile, après avoir longuement mûri en lui ce qui, depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où il avait pris conscience de sa force, de ce qui l'avait continuellement sauvé, en toutes circonstances, qu'il décida de faire un arrêt sur l'un des stands alignés dans cette rue très commerçante, dans laquelle un animateur zélé avait voulu ajouter à la masse de la foule déjà présente une série d'animations, de divertissements, capables de contenir, de retenir ce flot humain dans le périmètre et les abords de boutiques richement achalandées. Notre homme jeta donc son dévolu sur un stand sur lequel se jouait une partie de bonneto. Les gobelets de plastique, peu épais, sous le couvert desquels se dissimulait un dé à 6 faces en acrylique, ressemblaient à de vulgaires récipients sortis d'une cuisine improvisée. Ils couraient sur le tapis de droite à gauche et de gauche à droite, en suivant la course lente que leur imprimaient les gestes du bonneteur, ostensiblement inexpérimenté, incontestablement peu adroit, et qui lui aussi devait sortir vraisemblablement d'une cuisine improvisée. La toque blanche, ou le calot court, utilisé au cœur de la brigade au sein de laquelle il devait travailler, trop serré, ayant laissé sur le haut de son front un pli circulaire, plus clair que le reste de sa peau grise. Il s'avère que malgré sa lenteur, son manque d'agilité, toute l'énergie qu'il mettait à produire d'amples mouvements, bras parfois très écartés, jambes et pieds battant une mesure dont lui seul semblait connaître le rythme, sa gymnastique semblait opérer. Il était aidé en cela par les exclamations joviales de ses complices,
eux aussi semblant tout droit sortis d'une cuisine. L'un sans doute préposé à la cuisson des viandes. L'autre probablement cantonné à émincer des légumes. Tout ce petit monde de marmitons en vacances, simulant une intense joie de vivre, et un vif intérêt pour le petit jeu mis en place. La troupe en action ne devait compter que 4 ou 5 protagonistes, pas plus. Soudain, l'un d'eux se jeta bruyamment sur l'une des timbales en y désignant le dé qui devait y être dissimulé. Presque aussitôt, un autre, avec l'élégance d'un ivrogne qui parvient à se tenir encore debout, ou avec la théâtralité d'un acteur qui forcerait un bien piètre talent, lança un billet de 50 € sur la table au gobelet, suivi immédiatement par un autre complice, de la poche duquel émergea un autre billet de même valeur, qui tomba par un hasard heureux, sans doute, entre les mains du bonneteur souriant. Toute cette bonne humeur, ces talents, cumulés à l'argent qui s'amassait sur le tapis vert, donnant aux uns et aux autres un entrain très naturel. Ceci en réveillant la foule de badauds que toute cette agitation attirait spontanément, la masse ayant toujours peur du vide. Ces hommes et ces femmes s'agglutinant autour du spectacle inédit que leur offrait leur déambulation au sein de cette foire très animée. Quand l'emplacement du petit Desrouches fut découvert, alors à la stupéfaction réelle de certains spectateurs, et bien que la toute relative opacité des gobelets pût poser question, l'exploit du gagnant, du vainqueur complice, un Vasco de Gama de pacotille, fut souligné par de nombreux applaudissements, immédiatement ponctués par des remarques très diverses, pour certaines désabusées, pour d'autres très déplacées. Comment se confronter aussi vulgairement au hasard ? Ce que jeta un jeune individu l'air renfrogné. Pour un autre, touriste de passage, c'est combien la mise ? Quant à un troisième spectateur, sur ses gardes quant à lui, retenait vigoureusement par la main sa compagne en l'attirant, elle résolument captivée par la petite table animée, ivre de toute la gaieté et la fraternité qui semblaient s'en dégager. Le dé l'hypnotisant, couleur sans doute la captivant, l'éblouissant peut-être. Le cycle apparition-disparition l'enchantant ou peut-être même l'ensorcelant, si bien que l'injonction brutale de son compagnon la fit se retourner, visage porteur des rictus de la colère, visage porteur d'une très laide grimace, tragique, yeux sombres, mi-ouverts sur des larmes, qui accusait son mari de n'avoir jamais été un aventurier, comptable de leur vie jusque dans les moindres détails, l'accusant d'être sans courage, sans ambition, un type qui jamais ne l'enverrait, n'avait jamais été capable de l'envoyer, elle, goûter au plaisir de divertissements magiques, ou de ces sottes, mais combien légères distractions. Tout cela, sous le regard ou l'absence de regard de cette foule captivée. Notre homme, quant à lui, s'était porté à faible distance de la table au gobelet. Il observait le manège de la troupe dans le plein de son spectacle en demeurant immobile, silencieux, yeux rivés sur l'épaisse liasse de billets fripés coincés sous l'un des bords d'une petite caisse métallique. Derrière lui, la ronde folle d'individus ébahis déroulait un scénario d'une grande banalité. Certains, en venant aux mains, s'invectivant, en dénonçant l'impossibilité totale d'en découdre aussi stupidement avec le hasard. D'autres argumentant au contraire qu'il fallait mettre le bonimenteur à l'épreuve, que la trajectoire du dé, la danse improvisée de celui préposé à la cuisson des viandes, n'était pas le fruit d'une possibilité impossible, mais bien d'un possible dont l'issue pouvait être connue. « Je crois que je peux voir à travers les gobelets », avait susurré un témoin. Les uns,
Conscient de la supercherie, jurant qu'ils allaient lui en faire voir à ce prestidigitateur de salon, s'adressant ainsi au malheureux manipulateur de récipients. Il était dorénavant sous surveillance, lui et ses petits gobelets. Les futurs et les improbables vainqueurs s'impatientaient, pressés de se jeter au cœur des grands magasins, où de modestes employés, à bout de nerfs, trépiignaient en attendant qu'une marée déverse enfin sa rage sur les rayons richement achalandés. L'acteur principal, au pli sur le front, ne rêvant alors de rien d'autre que de mettre un terme à cette sale journée, rêvant sans doute que l'immensité du hasard, son infinitude, lui offre le passage d'un riche inconnu prêt à payer pour tenter sa chance sur le tapis des gobelets à l'opacité douteuse. Le bonimenteur, s'imaginant qu'aussitôt son pécule encaissé, il pourrait monter sa propre affaire. Un cabinet de chiromancie, un institut de clairvoyance, comme le lui avait suggéré un complice. Tout cela dépendant de faits objectivement possibles, dans cette rue magnifiquement animée d'une grande ville de province. Mais quand notre homme s'avança vers lui, se pencha à son oreille, pour lui annoncer qu'il était en flagrant délit, tous ses rêves s'effondrèrent, comme la table aux gobelets de plastique, et il n'eut que le temps de se lancer dans une course effrénée, ne voyant pas dans son dos la foule se disperser. Ses acolytes courirent eux aussi en tous sens, les uns comme les autres, confrontés à leur destin, aux caprices du hasard, dans ces ruelles propices ou non à assurer leur fuite. Il ne vit pas, tout en courant et en songeant à son service qui débutait dans quelques heures, l'imposteur remplir la poche de son blazer d'une épaisse liasse de billets, celui-ci éclatant d'un rire que la sono trop amplifiée de l'animateur recouvrait.